Vous a réunis dans le cadre de la publication de notre dernière enquête Jeunes et pouvoir au travail qu'on a publié le 17 février dernier. Un travail de longue haleine qu'on a mené sur de nombreux mois pour aller investiguer cette notion du travail et surtout de comment associer une jeunesse au pouvoir, comment lui faire confiance, la mettre en capacité et puis surtout lui donner les rênes du pouvoir dans un contexte que vous connaissez difficile, complexe à naviguer et surtout dans le sillage de nombreuses expérimentations, de dispositifs pour aller associer cette jeunesse depuis 10 ans à l'exercice du pouvoir et des responsabilités en entreprise. Aujourd'hui, on en a pour une grosse demi-heure ensemble pour vous partager notre méthodologie, nos apprentissages principaux, tout ce que l'on a découvert au fil de cette étude et nos convictions aussi élaborées au fil de l'eau pour vous donner un premier aperçu du livrable qui est disponible sur notre site dans son intégralité, qui est dense. Il me semble que c'est presque 50 slides d'informations. Donc aujourd'hui, le but, c'est plutôt de vous raconter en fait cette histoire, de vous mettre des mots derrière ces slides et surtout vous partager ce que nous retenons et ce qu'on va activer pour la suite. Pour me présenter et pour présenter les responsables de ce travail, donc, je suis la directrice générale de Youth Forever, une association qu'on a fondée fin 2021 pour mobiliser des employeurs vis-à-vis d'une jeunesse qu'on qualifiait de sacrifiée, une jeunesse qui pourtant est plurielle, magnifique, résiliente, pragmatique et qu'on ne peut pas ignorer dans cette question que se posent toutes les entreprises, qui va mener les transitions pendant les 50 prochaines années à venir au cœur du réacteur, dans un marché du travail de plus en plus liquide, complexe, dans les carrières qui se raccourcissent et puis un corps social fatigué, presque épuisé, presque déprimé, on pourrait même dire. Et donc, comment on aborde sereinement en fait la stratégie et surtout la mise en place de cette stratégie en entreprise en associant ceux qui prendront les manettes du pouvoir demain. Cette étude, on l'a menée donc, avec Emmanuelle, notamment la présidente de l'association, avec qui on l'a cofondée, et puis Raphaël et Lucille qui sont présentes et qui sauront aussi vous partager leurs convictions. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tour d'horizon du plan de cette enquête, de notre méthodologie, de nos apprentissages, pour vous donner dans les grandes lignes les résultats de Jeunes et pouvoir au travail, puis laisser un petit moment de questions-réponses, et puis encore un grand merci à vous d'être présents sur l'heure du déjeuner. Je sais ce que ça veut dire, je sais ce que ça implique, et donc merci à vous d'être présents. Et puis, hâte d'entendre vos questions sur la suite. Donc, c'est parti. Pour vous raconter un petit peu notre méthodologie sur cette enquête, en fait, on a procédé à d'abord faire un gros travail d'analyse d'un benchmark, d'une étude de la donnée existante sur la question de la gouvernance au travail dans le pouvoir exécutif. Parce que par pouvoir, nous, on entend le pouvoir exécutif, donc celui qui est au cœur de l'entreprise, en opposition avec les pouvoirs de surveillance ou d'administration, qui sont les conseils d'administration, les conseils de surveillance notamment. Et on s'est concentré, nous, sur le pouvoir tel qu'on l'entend, le comité exécutif, le pouvoir au cœur du réacteur dans l'entreprise. Et donc, on est allé faire ce travail d'analyse, d'études de cas, de dispositifs existants. Vous pensez assez spontanément au shadow board, au comité jeunesse ou au dispositif de mentorat inversé dont on entendait parler au quotidien. Et donc, on a voulu aller étudier en profondeur en faisant ce travail qualitatif de poser des hypothèses à partir de ces dispositifs très souvent critiqués et puis remis en question dans nos échanges. Donc, on a fait ce travail-là adossé à 66 entretiens de jeunes, d'experts du monde des organisations, donc de direction, souvent ceux qui ont mis en place ces dispositifs sur les 10 dernières années, et puis d'experts, de sociologues, de philosophes, d'experts du futur du travail, de regards croisés aussi de ceux qui ont mis en place des dispositifs de partage du pouvoir en association, dans des scopes, mais aussi dans le monde de la marine nationale, par exemple, pas dédié au sujet jeunesse. Donc, par exemple,
pour promouvoir l'égalité homme-femme ou pour désiloter des organisations, et donc qui ont en fait appliqué ce même mode de réflexion, ces mêmes réflexions dans d'autres sujets que le nôtre, mais donc intéressant de les étudier pour se rendre compte de la portée de ces dispositifs et surtout comment faire l'état des lieux en fait, de l'existant. Donc le tout pour construire en fait à la fois un état des lieux, comme je viens de le dire, mais surtout une boîte à outils, en fait, en se posant la question de est-ce qu'il faut associer jeunesse et pouvoir en entreprise? En fait, la question, à notre avis, est oui, je vous dis déjà la suite de l'histoire, mais surtout pour construire en fait les fondations, les bases d'une boîte à outils, de dispositifs, jamais les mêmes, puisque toujours sur mesure en fonction de l'organisation et de la réalité et de l'intention et de l'objectif, mais surtout pour composer en fait le sien à son image et surtout pour répondre aux problématiques que l'on a. Je vous donne un petit exemple du panaché de personnalités qu'on a interrogées dans le cadre de l'enquête. Pourquoi on les a sollicitées? Donc, vous verrez des entreprises de tous les secteurs, en France et à l'international, dans des collectifs plus ou moins larges, du public aussi, par exemple avec Élise Limonier, la secrétaire, la chef de cabinet du secrétariat général de la mer, mais aussi des externes, des regards croisés, pas que français encore une fois, de ceux qui ont étudié ces dispositifs et puis surtout des jeunes qui ont participé pour toujours être dans cette démarche de demander aux premiers concernés ce qu'ils ont pensé des dispositifs auxquels ils ont participé. Donc, ça vous donne ici la liste exhaustive des personnes qu'on a interrogées, que vous pourrez retrouver dans le livrable. Et si vous avez envie de creuser, pour certains, de creuser les échanges, d'aller explorer leurs travaux, n'hésitez pas. Ils sont tous très, très enclins à continuer la conversation. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet de cette étude et de comment est-ce qu'on a procédé. En fait, on est parti du constat du lancement sur ces 10 dernières années de pléthore d'initiatives, du Shadow Comex, du mentor inversé, des binômes dirigeants talents, des événements comme l'événement One Young World dont vous avez peut-être entendu parler, qui met sur scène des jeunes du monde entier et les associe à des membres de la famille royale anglaise ou la famille Obama, mais donc d'événements qui ont vu le jour pour associer jeunesse au sens, et là c'est une question de définition, vous en conviendrez, jeunesse, mais aussi pouvoir, et donc institution et pouvoir, donc ça peut dire dans l'entreprise, dans les organisations internationales, en politique. Et donc de plus en plus de communiqués de presse assez grandiloquents pour annoncer la mise en place de ces dispositifs qui ont été très à la mode, hein, pour être honnête, sur les années grosso modo en coïncidence avec l'entrée de la génération milléniale sur le marché du travail, donc sur les 10 dernières années. En même temps, c'était logique dans un contexte d'obsolescence des compétences accélérées avec l'avènement du digital et sa diffusion dans l'ensemble de nos organisations, avec cette digitalisation qui demande de repenser les modèles économiques d'entreprise qui, soit par leur logistique, par leur mode de consommation, par leur modèle par leurs produits en tant que tels, par leur modèle économique, ont été bousculés par ces nouveaux outils et donc ont besoin de repenser leur offre, repenser leurs offres, leurs produits et leurs services, mais aussi avec un nouveau rapport au travail des collaborateurs, amplifié par l'arrivée de cette nouvelle génération sur le marché du travail, donc la génération Y à ce moment-là, la génération Y qui propose un nouveau deal à l'employeur, un nouveau pacte à poser, autour beaucoup plus des questions d'équilibre de vie professionnelle personnelle, autour de la quête de sens dont on a beaucoup entendu parler sur les 10 dernières années. Et donc, une sorte de nouveau contexte, il y a 10 ans, qui invitait à associer de manière assez logique la jeunesse pour donner son avis, pour challenger la stratégie, pour proposer de nouveaux produits, pour innover, qui sont souvent les mots utilisés par ceux qui les ont mis en place. C'est logique donc d'associer les premiers concernés et donc de développer des formats tous plus audacieux les uns que les autres, plus originaux, et puis ensuite un effet de mode qui s'enclenche. Pour beaucoup, dans nos entretiens, on nous citait l'exemple d'Accor, qui a beaucoup parlé de la mise en place de son Shadow Comex de 25-35 ans, et donc qui ont développé tous ces dispositifs qui ont été très en vogue.
On arrive à ce moment-là de l'histoire, donc en 2022, quand on a commencé cette étude, en se posant la question de, après les discours et les communiqués de presse, qu'est-ce qu'on garde de ces outils, avec une impression quand même d'un bilan très mitigé, qui est très peu traité dans les médias, qui est très peu traité dans la littérature, mais qui pourtant était omniprésent dans nos conversations. Donc c'était une intuition très forte d'un bilan mitigé et donc d'une question à se poser. Est-ce que c'est pertinent d'associer jeunesse et pouvoir en entreprise? Est-ce que c'est pertinent de partager le pouvoir en entreprise et surtout de le partager avec les juniors qui en font partie? Et donc, on est allé en fait se poser la question pour de vrai, qu'est-ce qu'il s'est passé et qu'est-ce qu'on en fait? Les résultats, sans surprise, étaient en effet très mitigés. Très mitigés et pourquoi? En fait, les raisons étaient très diverses et je vais insister sur le négatif ici, mais évidemment, il y a aussi du positif puisque ils ont permis la création de nouveaux produits, de nouveaux services, puisqu'ils ont permis la rencontre entre des publics qui ne se rencontrent pas. Mais si on prend un peu de recul et quel que soit l'acteur à qui on en parle, c'est globalement plutôt négatif. Pour vous donner quelques raisons de ce bilan-là, le travail a été jugé inutile pour beaucoup des participants ou des personnes qui l'ont mis en place. Un entre-soi qui aurait été développé, c'est stérile. Entre-soi, je veux dire de remettre en chambre un groupe de jeunes pour participer à la stratégie de jeunes qui probablement se ressemblent en fonction de l'entreprise, pour associer de l'autre côté un autre groupe en chambre, le comité exécutif, qui ne permettait pas d'adresser le sujet de cette diversité et de regards croisés en reproduisant cet entre-soi. Un manque de suivi, qui est une des raisons majeures de celles qu'on nous a partagées pour, euh, pour, euh, pour ces dispositifs. Manque de suivi dans le temps, en fait, pour beaucoup, il y a une sorte d'effet soufflé qui tombe, où je suis convoquée, je suis fière, je suis valorisée dans ma place dans l'entreprise, mais en fait, après, il ne se passe plus grand-chose, où je contribue, je partage mes idées, et puis je ne sais pas à quoi ça sert. Et cette question du à quoi ça sert est revenue systématiquement. De même, on a eu beaucoup de retours d'attentes déconnectées de la réalité, d'une ambition et d'une raison d'être de dispositifs non clarifiés, d'une difficulté à se projeter dans l'utilité, un manque de moyens, de budget, de temps, de ressources, un investissement supplémentaire sans contrepartie. Donc ça, c'est un autre point qui est très intéressant. C'est beaucoup de participants nous ont souligné la difficulté à, euh, à en fait donner du temps dans des dispositifs qui sont chronophages, qui sont on top of, qui sont au-dessus de son travail. Et donc, quand on n'y voit pas trop l'utilité, on n'y participe pas. Du côté de ceux qui les ont mis en place, c'est beaucoup de retours sur l'absentéisme, beaucoup des dirigeants étaient étonnés que le taux de participation, par exemple, d'un shadow board était de moins de 50% pour ceux qui ont été sélectionnés. Ce qui fait qu'on a un groupe d'une quinzaine de personnes, ben, on arrive vite à sec. Et donc, un investissement qui se comprend sous ce biais-là. Et puis, des filtres, globalement, qui empêchent un échange authentique et constructif. Donc, globalement, un bilan plutôt mitigé. Et donc, que faire? Que faire puisque c'est chronophage, ça prend du temps, c'est coûteux et c'est peut-être pas utile. Et donc, on s'est posé la question, donc, est-ce que c'est à mettre à la poubelle? Est-ce que c'est à abandonner? Et est-ce qu'il faut lâcher l'affaire et ne pas associer, en tout cas du moins pas avec la façon dont on l'a fait jusqu'à présent, associer jeunesse et pouvoir en entreprise? Alors non, la réponse ne sera pas abandonner, mais sera en fait faire muter ces dispositifs. Pour nous, c'est un levier extraordinaire d'associer jeunesse et pouvoir, et c'est la raison d'être d'ailleurs de notre association et de ce pourquoi on travaille. Donc comment est-ce qu'on fait pour poser les conditions d'une nouvelle façon de travailler entre jeunes et pouvoir, de peut-être jeunes au pouvoir, et ce sera peut-être la conclusion de cette affaire. En effet, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est convaincu que c'est pertinent? Parce qu'on est dans un nouveau contexte, celui que je vous ai décrit précédemment, des années 2010, disons, celle de l'obsolescence des compétences, de la digitalisation qui bouscule tout, de l'avènement des réseaux sociaux, et puis des événements historiques et politiques qui ont rythmé les dernières années, ont été complètement rebasculés avec une pandémie qui a
complètement remis en question la façon dont on travaille, notre rapport au travail, avec une crise climatique qui prend de plus en plus de place, à juste titre, dans notre quotidien, avec des phénomènes de remise en question du travail incarnés dans ce qu'on a appelé la grande démission ou le quiet quitting, et en ce moment des nouveaux termes, je crois que c'est le 8... bref, j'ai plus le mot exact, mais des nouveaux termes qui apparaissent au quotidien sur ce nouveau rapport au travail où on est moins engagé, on est moins investi et on démissionne souvent sur un coup de tête parce qu'on ne s'y retrouve plus, on a l'impression d'avoir fait le tour ou on est carrément déprimé. J'ai mis le mot banni sur cette slide parce que c'est un terme qui m'a troublée. Un terme, vous avez peut-être entendu parler du VUCA, qu'on était dans un contexte VUCA, le VUCA volatile, incertain, pour qualifier le contexte. Et on parle aujourd'hui d'un monde banni. Un monde banni, c'est un monde brutal, angoissant, non linéaire et incompréhensible. Pardon. Un monde banni, ça ne donne pas envie de diriger une entreprise ou du moins d'associer jeunesse et pouvoir. Un nouveau contexte, mais donc potentiellement une nouvelle gouvernance d'entreprise, d'autant plus que les jeunes, si je caricature encore une fois, parce que derrière le mot jeune, évidemment qu'il y a une réalité très plurielle, mais en tout cas une partie de cette jeunesse qui revendique du pouvoir, comme l'exemple des discours aux remises de diplômes des différentes écoles de commerce, d'ingénieurs qui ont eu lieu avant l'été dernier. Et puis une sorte d'urgence à agir, une sorte, c'est sans doute pas le bon mot, mais en tout cas une urgence à prendre, à agir, à changer le cours de l'histoire, comme nous l'a systématiquement répété le GIEC l'année dernière, encore aujourd'hui, de besoin d'inverser en fait nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de travail pour aller vers une société vivable et surtout souhaitable. Et donc, un nouveau contexte, une nouvelle gouvernance qui nous pose la question de comment on remet à l'ordre du jour ces dispositifs compte tenu des apprentissages de l'étude, notamment des dispositifs des dernières années. Puisque jeune, souvent, c'est associé à un regard frais, une nouvelle façon de voir le monde, un nouveau logiciel de pensée, une façon de se reconnecter au terrain, puisque les juniors, par nature, sont souvent beaucoup plus opérationnels dans l'organisation que leurs supérieurs. Donc, comment est-ce qu'on bénéficie de la plus-value de cette jeunesse, de tout ce qu'elle a à nous dire sur le monde? Pour vous rappeler une de nos convictions en tant qu'association, Youth Forever, c'est la conviction que la jeunesse est une loupe sur le reste de la société. La jeunesse en tant que telle, ce n'est pas un concept, ce n'est pas intéressant. Mais en fait, ça l'est si on l'utilise comme une façon de voir qu'est-ce qui se passe en 2023 en regardant les jeunes de 2023. On verra des usages, on verra des rapports au monde, des rapports à l'autre, du rapport au travail, intéressants pour le reste de la société. Et donc cette jeunesse comme une loupe sur le corps social, c'est ça qu'on a envie de promouvoir dans cette nouvelle gouvernance. Vous allez me dire, alors, comment on fait? Ça, c'est la vraie bonne question. Et si je vais vous proposer différentes grilles de lecture pour poser les fondations de dispositifs, pour poser les fondations de prototypage ou d'amendement de dispositifs existants, ce n'est pas une recette magique et qu'à chaque enjeu, à chaque contexte, à chaque entreprise, à chaque organisation, il n'y a pas de recette, de baguette magique qu'on peut utiliser pour tout d'un coup associer dans toute sa diversité les différentes parties prenantes au pouvoir. Ce serait trop facile, donc gardez bien ça en tête, que ce sont des propositions que l'on vous fait, en tout cas une grille de lecture, une boîte à outils pour évaluer, pour se poser toutes les bonnes questions au moment du démarrage ou de l'évaluation, mais qui ne suffiront pas puisqu'il faudra faire du sur-mesure en fonction de quoi on parle. Donc, pour vous donner une première façon d'aborder le sujet, on a regardé en fait la gouvernance comme une réponse soit à des enjeux, soit comme une autre façon de cadrer avec des fondamentaux qu'on ne peut pas éviter, et puis avec des bonnes pratiques qu'on avait envie de vous partager et qu'on récapitule en détail dans l'enquête. C'est ce que je vais maintenant développer pour vous donner des idées un peu plus précises de comment aborder le sujet, comment remettre en question la question jeunesse et pouvoir, et puis comment poser les fondations de ces nouveaux outils. Donc, comme je le disais, la gouvernance peut être une réponse à un enjeu RH, un enjeu économique ou un enjeu de transition. Et j'aurais peut-être dû mettre un S à ce mot, puisque transition, évidemment, dans toute sa palette de sujets que l'on doit adresser aujourd'hui en 2023. Un enjeu RH, c'est l'enjeu en miroir avec les tendances dont on parlait juste avant, les tendances de grande démission, de quiet quitting, de désengagement au travail,
d'exigences, de nouvelles attentes qui ont changé, de flexibilité, de salaires plus élevés, de congés pour être parent, pour être aidant, pour remettre en question la place de sa vie personnelle. Un enjeu, du coup, pour les employeurs d'attirer, de fidéliser et d'engager leurs recrues. Et donc, comment est-ce qu'on peut demander aux premiers concernés? Et pour l'anecdote, nous, l'asso, on est sollicité toutes les semaines pour délivrer des conférences sur le sujet, les attentes de la génération Z, pour aller étudier, en fait, étudier le contexte et donc le rapport au monde de ces jeunes qui sont terribles et très difficiles à recruter, à engager. Et donc, un enjeu RH qui peut être la première raison, la première façon d'aborder le sujet pour aller investiguer comment l'entreprise définit un nouveau pacte d'employeur avec ses employés, quelles sont les composantes qui sont attendues, quels sont les choix que l'entreprise doit faire et comment consolider la culture telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc, un enjeu RH pour commencer, mais aussi la gouvernance peut être la réponse à un enjeu économique. Un enjeu économique au sens de modèles économiques, comme je vous le disais, qui sont remis en question, en un enjeu stratégique de transformation. Et alors qu'on écrit la suite de l'histoire dans nos organisations à horizon 3 ans, 5 ans, peut-être à plus long terme, horizon 30 ans, le tout dans un contexte de reporting remis en question, notamment à l'aune des questions climatiques. Donc, comment est-ce que la gouvernance peut être une façon d'innover, comme on l'a fait sur les 10 dernières années, et de proposer des nouveaux produits, des nouveaux services. Et enfin, un enjeu de transition. Donc ça, c'est complètement en lien avec le contexte actuel. Mais comment est-ce qu'on peut associer ceux qui sont sur le terrain, les opérationnels, et notamment les plus jeunes, puisqu'ils auraient, si on en croit les médias, aux tripes et dans leur cœur beaucoup plus ce sujet de transition. En tout cas, ils le sont formés, ils ont grandi avec ça, et donc sans opposer du tout les générations. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut travailler en fait sur ce lien et sur comment les associer à cet enjeu-là et comment les associer à la remise en question de la stratégie pour proposer une nouvelle feuille de route en adéquation avec leurs valeurs, mais surtout en adéquation avec la survie de l'entreprise. Ça, c'est une première façon de voir les choses, pour répondre à un enjeu. Une autre façon de voir les choses, c'est de partir de quels sont les ingrédients clés d'un dispositif, maintenant que j'ai identifié le pourquoi, ou en tout cas l'intention que j'avais, de quels sont les ingrédients clés pour poser la base de ces dispositifs d'une gouvernance jeune, avec plein de guillemets, encore une fois. On a en fait organisé nos conseils autour de 3 grandes familles de questions qui sont assez évidentes dans toute gestion de projet. Donc, vous apprendrez sans doute pas grand-chose si c'est votre métier. Mais en tout cas, pour poser les questions du pourquoi, du qui et du quoi. Du pourquoi, donc au niveau de la raison d'être, au niveau de l'intention et des objectifs. C'est des choses assez classiques, mais qui sont, on l'a remarqué, trop souvent oubliées, ignorées au moment de cette évaluation, au moment de la mise en place de ces dispositifs. Donc, au-delà de les définir parmi ceux qui les sont à l'origine de ces dispositifs, il faut surtout les rendre visibles. Les rendre visibles parce que pour tous les entretiens qu'on a faits, c'est souvent ce qui pêchait en premier. On ne sait pas pourquoi on est là, à quoi ça sert. Et donc, comment est-ce qu'on rend visible, on définit le mieux possible cette réaction du pourquoi. Le tout à 2 niveaux, vous vous en doutez, au niveau individuel pour chaque membre, j'y reviendrai après qui sont ces membres, mais pour chaque membre, mais aussi pour chaque personne qui sont à l'origine, pour bien définir en fait ensemble au niveau individuel et collectif le pourquoi. Ensuite, il y a la question du qui. Le qui est souvent bien fait au moment de la sélection des membres. Donc, on se dira, il nous faut 50 jeunes de 25 à 35 ans qui sont actifs depuis moins de tant de temps, qui ont des postes à tel et tel niveau, etc. Mais qui sont souvent ensuite plus légers sur les autres parties prenantes, sur les autres membres, notamment les membres que sont la direction. Ça, c'est un autre sujet, mais qui sont tout autant partie prenante. Quand on associe jeunes et pouvoir dans des organes, comment est-ce qu'on peut bien étudier le rôle, les responsabilités et surtout quelles sont leurs places dans ces dispositifs. D'autres parties prenantes encore plus lointaines, parfois aussi, les ressources qu'on met à disposition, par exemple, pour un collectif qui est mis en place sur les questions RH, par exemple, quand je reprends les enjeux, de donner accès à des experts du droit social, à des experts juridiques qui vont permettre d'éclairer
les propositions des participants, notamment, par exemple, si je veux proposer un plan mobilité douce et que ceux qui y participent ont envie de le proposer, mais en fait, d'avoir des ressources en interne à qui ils peuvent s'adresser pour étudier la viabilité ou non de leur projet sera pertinent pour aller dans les détails. Et le tout, à la fois, encore une fois, à voir tout au long du parcours. Que quand on parle du qui, le qui, il faut bien l'expliciter à chaque étape. Comment on les sélectionne? Donc, sur tout ce qui est la question du sourcing, mais aussi sur la sélection. C'est quoi nos critères pour choisir des membres qui font partie d'un dispositif? Comment est-ce qu'on les intègre? Comment est-ce qu'on fait de l'onboarding, pour reprendre des termes plus RH? Comment est-ce qu'on les ajoute, en fait, dans notre dispositif et comment on les engage au quotidien sur le temps long. Et enfin, la question du quoi, encore une fois, c'est probablement des éléments que vous avez bien en tête si vous faites la gestion de projet, mais qui sont loin d'être anecdotiques sur notre sujet, puisque c'est systématiquement en retour de toutes les participants et de tous ceux qu'on a interrogés depuis 1 an et demi sur le sujet. Depuis la création de l'association, c'est un sujet qui revient tout souvent. C'est souvent ce qui pêche le plus. Les bases et les fondamentaux, étudiés au début, mais souvent laissés de côté par la suite. Et donc, le quoi, c'est assez classiquement, mais la définition, donc le nom, le budget, la composition, le mandat, le périmètre d'action, donc les rôles de chacun, le niveau de pouvoir. Est-ce que l'organe a le droit de décider véritablement? Ou est-ce que c'est là pour challenger, par exemple? La confidentialité, est-ce que ce qui est dit dans ce dispositif reste dans ce dispositif? Les questions, les sujets qu'on aborde, quelle est l'intention et à quoi on sert, quels sont les sujets qu'on va étudier ensemble. Par exemple, un sujet de ressources humaines, mais pas que. Et puis, la question de la gestion et du pilotage, quelles sont les règles, à quel moment on se réunit, quelles sont nos routines, quelles sont les personnes qui nous entourent, le coach, le facilitateur, les ressources humaines, souvent, qui ont été, pour beaucoup, ceux qui ont été à l'origine de ces dispositifs, malheureusement, souvent dans une intention de carotte pour les jeunes, en l'occurrence, pour les garder engagés, mais qui en fait, le soufflet tombe et du coup, à bien définir qui est les satellites autour de cette planète qu'on met en place. Donc, 3 rôles à avoir en tête, en fait, 3 questions à avoir en tête, le tout pour essayer de bien définir où se placent dans la galaxie du pouvoir en entreprise les dispositifs qu'on met en place. Est-ce qu'ils sont là pour challenger l'existant, pour donner des retours sur l'existant, donc avoir des retombées, des poux sur le terrain? Donc ça, c'est super intéressant. Mais sinon, pour répondre à des problématiques que l'entreprise rencontre ou carrément aller jusqu'à proposer et à décider. Et donc, c'est des différents niveaux à bien avoir en tête. Ça, c'est la base de la base. On part de là. Et si on n'a pas fait ça, surtout si on ne le refait pas régulièrement, et qu'on s'assure que c'est bien clair pour tout le monde, que ce soit en externe, ceux qui n'en font pas partie, même en externe de l'organisation, ou que ce soit en interne, à systématiquement reprendre ces questions clés du pourquoi, du qui, du quoi, qui sont primordiales pour bien pour bien amorcer en fait cette réflexion. Et ensuite, on a essayé d'aller identifier des facteurs clés de succès, des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques pour aller en fait investiguer et aller mettre toutes les chances de son côté pour proposer des dispositifs dont on a rappelé au départ toute la pertinence dans le contexte actuel. Quels sont-ils? D'une part, il y a la notion de former et mettre en capacité. Former et mettre en capacité, c'est partager les compétences, les connaissances, du coaching, tout au long de la vie d'un dispositif, tout au long de l'accompagnement des membres pour leur permettre d'être en capacité d'adresser les enjeux. Si vous êtes dans une entreprise qui travaille sur des produits du quotidien, des produits dits B2C, quand on reprend le jargon, des produits qu'on est tous capables d'appréhender. Je reprends l'exemple d'Accor qui est souvent mentionné. Quand on parle d'hôtellerie, a priori, même si je n'ai pas d'expérience, je serais capable d'appréhender en fait ce service-là. Au contraire, si je suis nommée dans une entreprise de l'énergie pour écrire la feuille de route, ou en tout cas participer à la feuille de route de transition énergétique d'un énorme groupe, ça va être beaucoup plus dur si ce n'est pas ma formation et si ce n'est pas mon métier à l'origine, d'avoir une vue 360 sur la complexité des enjeux. Donc, en fait, former, c'est vraiment de créer les conditions, les bonnes compétences, les bonnes connaissances, les bons accès aux bonnes ressources pour éviter de tomber dans l'écueil qu'on a souvent vu, c'est naïf, c'est pas approfondi, etc. Donc, vraiment, c'est
pour moi une des premières briques pour mettre toutes les chances de son côté. Ensuite, on a la question de l'incarnation et de la communication. Incarner et communiquer, je vais commencer par le deuxième mot pour communiquer. Communiquer, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est rendre visible le plus possible ce dispositif pour éviter un effet de voir, bien net de loin, mais en fait très flou de près. Et qu'en fait, c'est l'effet communiqué de presse dont je vous parlais tout à l'heure, où il y a beaucoup d'effets d'annonce, mais en fait, derrière, qu'est-ce qui s'y passe vraiment? À quoi ça sert? Et donc, comment est-ce qu'on communique pour rendre visible le dispositif, à la fois pour les membres et à la fois pour l'externe? Comment, par exemple, on communique auprès des managers avec qui on a, entre guillemets, piqué leur recrue pour les impliquer dans ces dispositifs? Et puis surtout, comment on l'incarne? Qui sont les porte-paroles de ces dispositifs? Qui sont les voix de ce dispositif? Voir qui est le sponsor ou la sponsor au niveau du pouvoir institutionnel pour l'orchestrer. Et donc, de bien incarner, bien communiquer, c'est un autre facteur pour mettre toutes les chances de son côté. Enfin, ensuite, plutôt, on a la question de valoriser et protéger. Là, j'en reviens avec des éléments de contexte que j'ai moins détaillés au départ, mais des éléments de contexte notamment d'épuisement des collaborateurs, de burn-out en croissance, où c'est presque plus de 50%, presque 50% des jeunes aujourd'hui dans beaucoup des grosses organisations. C'est un épuisement non pas que français, mais mondial au travail, un désengagement qui fait froid dans le dos, mais qui n'est pas à ignorer. Et donc, de demander de l'investissement supplémentaire à des participants, quels qu'ils soient, c'est peut-être un petit peu goujat dans le contexte actuel. En l'occurrence, donc, il y a la question du valoriser, du protéger. Donc, c'est vraiment de comment est-ce qu'on rétribue ceux qui sont prêts à donner ce supplément d'âme. Longtemps, on n'a parlé que de symbolique. En fait, je te rétribue en te donnant cette carte de visite, en te donnant accès au pouvoir dans l'organisation, ce qui peut être un parti pris, c'est très bien, mais on peut peut-être pousser un peu le curseur plus loin. Est-ce qu'on rémunère ceux qui donnent de leur temps? Est-ce qu'on leur fournit un coaching, une formation plus approfondie? C'est pas forcément monétaire, évidemment, mais la question de la valorisation, de montrer que les personnes en font partie, de remercier et de célébrer le plus possible la participation dans un contexte où on le fait de moins en moins sera primordial. De l'autre côté, protéger, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est aussi avoir des garde-fous en termes d'horaire, peut-être donner des codes temps si vous travaillez à l'heure pour ceux qui s'investissent, et puis surtout protéger la parole. Pour beaucoup, on a vu de manière contre-intuitive que pour beaucoup de jeunes qui participent à ces dispositifs, ils ont du mal à dire vraiment ce qu'ils pensent, ce qui est en opposition avec la croyance de beaucoup d'RH qui disent, qui sembleraient penser qu'il n'y a aucun filtre dans la façon dont aujourd'hui on fait des retours, mais qui en fait est très présente de cette difficulté à dire les choses pour de vrai, avec beaucoup de franc-parler. Quand on est employé d'une structure, on a l'impression que ça peut se retourner contre nous. Et donc là, pareil, comment est-ce qu'on protège ceux qui jouent le jeu, qui ont envie de dire leur cas de vérité ou de proposer des choses innovantes, différentes, plus audacieuses, mais qui ont peur de le faire par manque de protection. Et donc, comment est-ce qu'on travaille là-dessus? Ensuite, pour aller sur nos deux dernières bonnes pratiques, il y a la question d'orchestrer la parole. Alors, pour ce faire, ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais je vous conseille largement de découvrir leurs travaux. C'est l'association Eloquentia qui organise des débats et de la formation à la prise de parole à travers la France avec un superbe film qui s'appelle La Voix haute, qui a travaillé avec nous sur cette partie-là de comment est-ce qu'on orchestre la parole pour justement contrer ce que je disais juste avant. Donc là, on a essayé d'aller étudier en fait les conditions d'une parole libérée, d'une parole possible, authentique, dans un groupe souvent, puisque ces dispositifs sont souvent collectifs. Donc comment est-ce qu'on crée les bonnes conditions pour? Et le tout parce que on a vraiment un de nos apprentissages clés, c'est qu'il ne suffit pas de créer des espaces-temps pour mettre dans une même salle, grosso modo, des publics qui ne se rencontrent pas. Ça ne suffira jamais pour créer en fait des choses productives et utiles. C'est l'exemple classique, c'est ces entreprises par exemple, qui organisent des petits-déj avec les membres du comité exécutif, avec le PDG par exemple, mais qui en fait sont souvent des moments un peu formels où évidemment que je ne vais pas aller dire au PDG ou à la PDG ces cas de vérité, en tout cas ce que je pense moi jeune alternant dans l'organisation.
Donc, comment est-ce qu'on orchestre cette parole le mieux possible? Et c'est sans doute avec l'aide de facilitateurs, facilitatrices qui vont participer en fait à la création de ces conditions-là, en confidentialité, en bienveillance, en respect, le plus possible. Donc, plus d'éléments dans la présentation là-dessus. Puis enfin, comme toute gestion de projet, comme je vous filais tout à l'heure cette métaphore, comment est-ce qu'on peut itérer et tester en fait, parce que chaque dispositif sera unique, correspondra à une intention, un enjeu, comme je le disais précédemment, mais qui ne sera jamais le même et probablement que trouver le bon format sera difficile et que c'est pas le premier coup sur la première promo qu'on aura les meilleurs résultats. Si vous y arrivez, écrivez-nous parce qu'on sera ravis de le mettre en avant. Mais donc, comment est-ce qu'on crée les conditions de feedback, de retour d'expérience, d'évaluation de toutes les parties prenantes sur l'utilité et de répondre enfin à cette question du à quoi ça sert qui revient systématiquement dans ce travail qu'on a fait. Donc, vous avez ici, pour résumer, 5 bonnes pratiques de conditions qui sont des propositions, encore une fois, pour mettre en place ces dispositifs ou pour les corriger si vous en avez déjà. En tout cas, d'intention, de mise en commun, de jeunesse et de pouvoir pour le mieux possible, en fait, créer cette rencontre de public qui ne se rencontre pas et surtout pour partager ce pouvoir. Tout ça pour dire, et j'arrive vers la fin de ma démonstration, tout ça en fait on a voulu prendre un peu de recul. Après cette boîte à outils, après l'étude de l'existant, en fait, pourquoi on parle de tout ça? Est-ce que même si on a la meilleure intention du monde et qu'on a tout repris la boîte à outils, on a coché toutes les cases, on a tout regardé, on a tout anticipé, en fait, est-ce que ça va marcher? Et tout ça, il faut répondre à la question à quoi ça sert? À quoi ça sert pour nous? La seule raison qui vaille, c'est les transitions écologiques et sociales. Donc, il faut que d'une façon ou d'une autre, on réponde aux enjeux importants, les enjeux de survie de l'entreprise. Et puis, à court terme, qu'on arrive quand même à zoomer un petit peu et de valoriser l'instant présent. Valoriser l'instant présent, ça veut dire, et ça, j'en parlais notamment avec le président et dirigeant des pâtés ENAF, donc l'entreprise, le groupe ENAF, qui a mis en place tout un dispositif, ça s'appelle New Generations Perspective, je crois, pour présenter aux juniors de l'organisation toute leur entreprise. Donc, en l'occurrence, pour faire des rillettes, hein, globalement, ils vont visiter des abattoirs, etc. De comprendre, en fait, toute la, toute la, toute la chaîne de valeur et tout ce qui se passe, en fait, du début à la fin. Et en fait, aller comme ça, être dans une posture très humble, très transparente, de partage de qui ils sont et comme ça, les impliquer dans l'implémentation de la feuille de route de transformation de l'organisation. Le tout, en fait, pour lui, ce qu'il me partageait notamment, c'est l'importance d'apprécier les bénéfices immédiats de ce genre de rencontre, d'apprécier les échanges qui ont eu lieu pour les membres de la direction entre ces jeunes et eux, qui n'ont peut-être pas changé la feuille stratégique immédiatement, mais qui ont eu déjà un effet de voir les choses sous un autre regard, de se poser des questions qui ne se posaient pas. En fait, vraiment d'apprécier les effets immédiats de cette rencontre en fait, de public qui ne se rencontre que trop peu dans l'organisation et donc qui ont tout son sens dans le contexte actuel. Donc tout ça pourquoi? Tout ça pour répondre à ces questions à long terme et à court terme de comment est-ce qu'on crée les conditions d'un intergénérationnel, d'un corps social soudé qui collectivement pourra répondre au seul enjeu qui vaille, celui de la transition écologique et sociale. Vu l'ampleur et l'urgence du sujet, vous vous en doutez, le pouvoir ne peut pas se limiter que à ce qui est décidé par la direction. Il y a différents niveaux, nous, qu'on a voulu aller regarder pour clôturer cette enquête, du pouvoir à tous les niveaux de l'entreprise, du pouvoir qui vient de la tête, mais aussi de la base et des côtés. De la tête, on l'a décortiqué ensemble, et c'est la majorité de notre focus sur ce travail-là, mais c'est comment on partage le pouvoir en petits comités, comment on ouvre le processus des décisions déjà au reste des salariés, et peut-être comment est-ce qu'on crée des moments de raison d'être, par exemple, avec un écosystème plus large, les habitants de sa ville, les citoyens qui nous entourent, etc. Comment est-ce qu'on associe en fait le mieux possible le reste du monde? Et puis ensuite, comment on dégringole en fait d'un pouvoir qui n'est pas qu'à la tête, parce que par nature, le pouvoir est diffus. Et donc, il est aussi à la base. À la base, dans l'entreprise, ça veut dire au niveau des collaborateurs. Des collaborateurs qui s'agrègent dans des collectifs. D'ailleurs, je vous recommande, on l'a étudié dans l'enquête, d'aller découvrir l'action de Les Collectifs, l'association éponyme, qui investit beaucoup ces questions de fédération de salariés.
qui ensemble se retrouvent pour mettre à l'ordre du jour les questions de transition. Et puis, comment on amplifie cette action, comment on a les bons sponsors, retours, alliés dans l'organisation pour le faire. Et puis, par les côtés, on en a un petit peu parlé, c'est les conseils d'administration, les pouvoirs de surveillance, les comités divers et variés nommés, comme ceux des entreprises à mission, les syndicats, les lobbies, etc. Donc, liste non exhaustive, mais importante quand on parle de pouvoir, parce que c'est sans doute la conjonction de tous ces éléments et de tous ces pour-pouvoirs et contre-pouvoirs qui vont permettre cette bascule urgente et impérative dans le monde qui est le nôtre. Donc ça ne peut pas être qu'une question de jeunesse et de pouvoir, mais une question sans doute d'intergénérationnel et de diversité au sens large, et que en fait la conclusion, c'est sans doute que la gouvernance doit être le miroir de l'entreprise, le miroir de sa catégorie d'âge, de ses visages, de ses métiers, et puis peut-être de l'ouvrir aussi à l'externe et d'utiliser en fait toutes les outils à notre disposition pour faire un effet de bascule, pour mettre enfin à l'ordre du jour des choix courageux et surtout des choix qui seront implémentés par tous et pas que silotés au haut de la pyramide. Pour conclure, j'avais envie de finir sur nos convictions en fait à la fin de ce travail-là. Par nature, on est très militant, on aime poser nos partis pris et surtout nos convictions et d'en faire des tribunes. On va vous mettre dans le chat le lien vers celle-ci qu'on a publiée pour l'occasion. Jeunesse et pouvoir, mirage plus que mariage, qu'on a fait en partenariat avec les Échos, avec qui on a publié en exclusivité l'enquête il y a 10 jours maintenant. Mais en fait, j'avais envie de vous partager, de profiter de ce moment ensemble pour vous en dire un peu plus. Jeunesse et pouvoir, qu'est-ce qu'on en fait à la fin? Une tribune qui s'articule autour de 3 apprentissages ou 3 quiproquos, en fait, qui expliqueraient le flou et le bilan mitigé que je vous ai partagé aujourd'hui. 3 messages qui sont notamment: la jeunesse ne saurait être un remède magique à l'angoisse profonde des dirigeants face à l'incertitude croissante du monde. Globalement, c'est qu'on ne peut pas attendre que les jeunes changent le monde. On ne peut pas attendre, en fait, de se cacher, avoir un alibi, en fait, avec la jeunesse pour adresser les sujets de fond, les sujets complexes. Et j'ai conscience de la difficulté aujourd'hui à écrire les feuilles de route d'organisation dans un contexte banni, comme je le disais tout à l'heure, d'une jeunesse qui ne peut pas être ce remède-là pour autant, et donc ne pas utiliser cette excuse pour adresser les sujets en face et le mieux possible. Deuxièmement, le jeune ne peut pas être un vieux qui s'ignore, mais globalement, ça c'est quelque chose qu'on voit systématiquement dans tout ce qu'on fait au quotidien dans l'association. On attend de la jeunesse souvent à la fois une sorte de fibre créative, innovante, qui change le monde, mais aussi on attend d'elle de la maturité. Et en fait, une chose qu'on ne peut pas exiger de jeunes, c'est l'expérience. Du coup, c'est pour nous cette expression n'est pas un vieux qui s'ignore. La jeunesse ne peut pas avoir la seule chose qui lui manque, le temps. Et donc, comment est-ce qu'on en fait une force? Comment est-ce qu'on l'utilise au mieux pour appuyer et démontrer le mieux possible et associer en fait le mieux possible cette jeunesse au pouvoir, puisque c'est elle qui prendra le pouvoir le plus vite possible et certainement demain en vieillissant. Et enfin, le pouvoir ne se crée pas, il ne se duplique pas, il se cède. Ça, c'est sans doute un des messages les plus forts que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. En fait, avoir du pouvoir, c'est infiniment compliqué, c'est subtil, c'est nuancé, et que partager le pouvoir, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas en créant des organes et comités divers et variés pour éclairer, pour consulter, pour challenger, pour me permettre de décider qu'on donnera du pouvoir en tant que tel. Donner du pouvoir, ça veut dire intrinsèquement y renoncer. Ça veut dire le céder, ça veut dire en fait accepter qu'on n'a plus la main sur certains sujets. Et donc quand on parle de jeunesse et pouvoir, bien définir où est-ce qu'on met le curseur, à quel point on veut transmettre, et non pas que transmettre, d'ailleurs permettre pour cette passation le plus vite possible. Voilà, je vous ai promis qu'on aurait fini avant 13h et surtout d'avoir un petit temps de questions si vous en avez. Merci à vous d'avoir créé ce temps et puis nous publierons l'enregistrement sur la page LinkedIn pour que vous puissiez vous réapproprier, etc. Vous avez le lien vers l'enquête qu'on vous partage aussi dans le chat, mais qui est sur notre site, accès en open source.
Si vous avez des questions, envie d'aller approfondir par la suite, n'hésitez pas à nous écrire. Tous nos coordonnées sont sur cette slide, mais aussi dans le livrable. À découvrir nos autres enquêtes sur l'intergénérationnel, sur les parcours collaborateurs, bientôt sur les contrats de travail. Et puis à nous rejoindre à nos prochains événements, notamment à notre webinaire du 23 mars avec Julie Pasquet, une des cofondatrices du Bruit qui court, un collectif artistique militant pour mettre en lumière avec joie et passion le sujet des transitions et surtout nous permettre de passer à l'action. Voilà, c'est terminé pour mon monologue aujourd'hui. Merci à vous, merci de vous être rendu disponible. N'hésitez pas à en parler le plus possible et surtout n'hésitez pas, comme on est peu nombreux sur cette heure du déjeuner, n'hésitez pas à surtout nous poser vos questions, à lever la main et je serai ravie de vous en dire un peu plus. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai une question. Je vais lever la main, non? Non, c'est parfait, vas-y, Lucie. Ok. Quand vous avez pu parler de la question du pouvoir, du fait de céder le pouvoir avec certains responsables, managers, quelles sont généralement leurs peurs et quels sont leurs besoins par rapport à cette question du pouvoir? En fait, aujourd'hui, c'est un sujet très complexe, hein. Déjà, le pouvoir, on a fait tout un travail de définition justement pour le qualifier. Et en l'occurrence, nous, on s'est reposé sur les définitions de gouvernance d'entreprise. Souvent, le pouvoir en entreprise est relié à la question de gouvernance. Et nous, on a décidé de se concentrer sur le pouvoir exécutif. Donc, en mettant de côté les contre-pouvoirs dont je parlais tout à l'heure, notamment les conseils d'administration, qui est un autre sujet, une autre boîte de Pandore à ouvrir à l'occasion. En l'occurrence, donc sur ces questions des besoins, en fait, ce qui était souligné, c'est la complexité en fait d'aborder l'époque, la complexité d'aborder en fait sereinement le contexte, et puis surtout de poser une feuille de route cohérente, logique, le plus possible pour écrire en fait les actions futures, les produits futurs, les services futurs de l'entreprise. Donc tout a un fin équilibre en fait de comment est-ce qu'on anticipe et on écrit une feuille de route tout en sachant qu'elle va être rebasculée et remise en question systématiquement par le contexte. Donc, leurs gros besoins, si on dépasse le sujet de la stratégie, c'est aussi des gros sujets RH. En fait, c'est répondre à la question de qui va mener la stratégie qu'on est en train d'écrire, qui sera ma relève à moi en tant que personne de pouvoir, et que cette question, elle n'est vraiment pas évidente aujourd'hui dans un contexte d'attraction, de rétention des talents très difficile. Voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, je vais vous laisser aller déjeuner, comme promis. Hop, je regarde dans le chat. Je n'ai pas l'impression. Bon, bah, merci beaucoup à vous et à la prochaine fois. Bonne journée. Ah, Angélique, bonjour. Bonjour Jasmine, tout va bien? Oui, merci. Bravo pour cette présentation. Merci, je vais regarder attentivement le rendu papier. Génial. J'ai hâte d'avoir tes retours. Ok, à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Merci, au revoir.